Hello everyone, bienvenue sur French All Over, le podcast de l'apprentissage du français. Welcome to French All Over, the podcast for French learning. Dans ce nouvel épisode de French All Over, nous avons la chance de recevoir Laetitia Tshombe, fille et petite-fille de dignitaires congolais, artiste et interprète reconnue, et aujourd'hui résidente berlinoise après avoir voyagé le monde entier. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Super, ouais, ça va. Tout va bien? Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir libéré du temps dans ton agenda chargé afin de partager ton regard d'européenne enrichi des couleurs de l'Afrique, puisque tu es d'origine congolaise, sur le mouvement George Floyd. Exactement. Voilà, me voilà. Alors, t'es prête? Oui. Alors, allons droit au but. Et dis-moi, à ton avis, quel regard l'Europe porte-t-elle sur l'Amérique suite au meurtre de George Floyd? Donc, en fait, ce triste événement a soulevé la question du racisme par les forces de l'ordre aux États-Unis, et plus particulièrement envers la communauté noire, étant donné que ce n'était pas la première fois. Oui. Ce qui s'est passé, bien entendu, nous renvoie à la situation des Afro-Américains aux États-Unis, où règne déjà beaucoup de violence et d'inégalités politiques, économiques et sociales, et ce, depuis la fin de l'esclavage, on peut quand même constater à une non-intégration de la communauté afro-américaine dans le système américain. Malgré les discriminations positives qui ont été mises en place, enfin beaucoup de choses, on a même eu un président noir, afro-américain, donc beaucoup de choses ont été du moins tentées pour égaliser, on va dire, si possible, égaliser ces inégalités, et rien n'y fait. Non, visiblement, pour ce qu'on voit et pour mon expérience avec des Afro-Américains, l'élection de Barack Obama était une personne, bien entendu, de couleur, mais toutefois, la population n'a pas ressenti une amélioration en ce qui concerne la justice à leur égard. Donc ça, donc il n'a pas encore été résolu. C'est un problème de mentalité. Tu penses que c'est trop récent, c'est-à-dire les droits civiques sont finalement trop récents pour avoir eu le temps de changer profondément les mentalités ou le système? Ce qui se passe, à mon sens, le peuple n'avait pas encore réellement, donc le peuple afro-américain, n'avait pas encore réellement, à mon sens, pris sa place et affirmé clairement son identité. D'accord. Donc, l'affirmation, bien entendu, d'une identité, ça semble logique que la justice serait équitable aussi. Donc, à partir du moment où le peuple afro-américain, ou bien disons les Afro-Américains, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas encore réellement pris leur place, et donc aujourd'hui, en fait, ils deviennent plutôt acteurs. C'est comme si aujourd'hui, ils se reconnaissaient. D'accord. Mais pourquoi il a fallu, enfin je sais pas, est-ce qu'il a fallu attendre ce meurtre de George Floyd, parce qu'il y en a eu plein des cas avant cela, pourquoi ce meurtre en particulier a-t-il créé une telle indignation mondiale? Ce n'était jamais arrivé, même avec le passage à tabac de Rodney King en 91, pardon, ce n'était pas arrivé. Oui, tout à fait. En fait, ça a été le meurtre de trop. le meurtre de trop, hein, la goutte qui fait déborder le vase. Et à mon sens, une colère contenue depuis trop longtemps. D'accord. Il y en a qui disent que
enfin je ne sais pas, hein, que ce serait aussi lié au gouvernement, que ce ne serait pas seulement une colère, c'est une colère bien sûr, oui, sur le fait raciste, tout ça, on s'insurge, mais aussi contre le gouvernement. Surtout quand ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à Paris, ils ont eu une manifestation de 20 000 personnes. Tu te rends compte un peu des choses comme ça pour un fait qui ne s'est pas passé sur leur territoire. À Berlin, oui. À Berlin aussi, à Bruxelles, enfin partout, dans toutes les grandes villes. Donc est-ce que ce serait, oui, possible, pas seulement une révolte, une révolte bien sûr contre les faits, mais qui irait beaucoup plus loin que ça? Oui, bien sûr, bien entendu. Enfin, oui. À mon sens, il y a deux problèmes. L'impunité de la police américaine qui reflète un petit peu aussi l'image des États-Unis à travers le monde. Les États-Unis sont vus comme étant le justicier mondial. Oui. Et comme on le sait aux États-Unis, le système judiciaire est aussi essentiellement contrôlé par les Blancs, où malheureusement certaines choses comme les préjugés de la police envers les Noirs sont encore très difficiles à changer. Oui. À mon sens, c'est aussi une révolte mondiale contre le système judiciaire américain qui est dans le fond d'une certaine façon appliqué dans le monde. Dans le monde entier. Donc l'impérialisme américain. L'impérialisme américain, pour ne pas le citer. Et oui. Ce droit aux forces de l'ordre. Tout à fait, ben voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi à travers. Du racisme sont un petit peu devenus inavoués. Cela se présente surtout à travers peut-être des expressions indirectes et implicites. C'est un racisme aujourd'hui qui est devenu plutôt voilé. Et ces formes de racisme, en fait, n'apparaissent plus que exceptionnellement finalement dans le fond dans l'espace public, hein, sous forme d'actes comme on a vu ici. Exactement, des actes flagrants ou des propos très explicites. Est-ce que ce serait justement parce que le système judiciaire est beaucoup plus strict à l'époque aux États-Unis, la police était en charge de faire respecter cette ségrégation. Donc c'est profondément ancré déjà dans le système judiciaire.
Oui, c'est vrai, c'est une grosse différence, bien sûr. Ça, c'est la grosse différence avec l'Europe. Oui. C'est qu'on n'a pas vécu de ségrégation. Si on peut peut-être le comparer à l'Afrique du Sud. Bien sûr. Où là, effectivement, aussi dans le système judiciaire, ce sont aussi des événements. Moi, j'ai l'impression que le problème de l'Afrique du Sud n'est toujours pas résolu. He smell us. Non, bien sûr, non. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle vague en Europe, justement, identitaire, en rapport avec le peuple africain, qui aujourd'hui exige, si on peut le dire de cette façon-là, un travail de mémoire. Un travail de mémoire sur le passé. Et quel serait le but justement de cette identité dont tu parlais qui manque au peuple afro-américain? Non. Non. Mais peut-être de raconter une autre réalité sur ce qui est réellement écrit. Donc si on prend le cas de l'Allemagne où je me trouve à l'heure actuelle. Oui, qui a une histoire lourde aussi. Qui a vécu d'ailleurs un racisme d'extermination. Ben oui. Et je me rappelle encore dans ma jeunesse, j'avais toujours refusé pour cette raison d'ailleurs d'aller en Allemagne. Oh. Jusqu'à ce que oui, parce que le nazisme a été quelque chose qui m'a marqué dans ma jeunesse et j'avais lu beaucoup de livres à cette époque, vers l'âge de 14-15 ans, et j'avais lu beaucoup de films, et ça a été un événement qui m'a profondément marqué. Ouais. Tout comme les États-Unis d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore osé me rendre aux États-Unis. J'aimerais toutefois, mais j'ai comme une appréhension. J'espère que tu le feras. Oui, oui, tout à fait. Pour le projet futur, à mon avis, sera indispensable de comprendre. Absolument. Mais pour en revenir à l'Allemagne, j'avais toujours une sorte d'appréhension, donc, par rapport à ce qu'on apprend dans les livres d'école, à ce qu'on lit. Bien et sûr. Voilà que le destin a fait en sorte que je me sois retrouvée ici. Et pas n'importe où, à Berlin, qui portait quand même, qui porte toute cette histoire. Exactement. Mais où, pour moi, l'Allemagne se différencie énormément par rapport aux autres pays européens, c'est par son travail de mémoire sur ses erreurs du passé. Même s'il y a encore du racisme aujourd'hui, plus jamais ça. C'est difficile, mais disons, de ne pas les reproduire. Tout à fait. Est-ce que tu le constates dans les écoles? Parce que finalement, pour avoir un changement, il faut l'appliquer sur les générations.
sur les bancs d'école Voilà. primaire, mais disons que nous sommes devenus assez proches en deuxième secondaire. Oui, donc ça fait. Oui, Bon, ça fait effectivement, très on avait longtemps. 14 On va ans pas dire d'ailleurs, on notre avait âge. 14 ans, donc on peut dire que ça fait aujourd'hui 30 ans. Te rends compte. Donc, mais je t'ai toujours vu super à l'aise au milieu de toutes les races, toutes les religions. Enfin, tu as toujours été entouré d'un énorme réseau social jusqu'à aujourd'hui Oui. et extrêmement diversifié. Oui, ça a été, pour moi, c'est une valeur très, très importante pour moi dans ma vie, dans ce que j'ai envie de voir autour de moi et dans la manière dont j'éduque mes enfants, dans la diversité. Ça n'a pas changé. À droite, à gauche, enfin sans souci, sans inquiétude, en tout cas, sans inquiétude. en avoir. Ismaël, Jamais une seule fois, je ne t'ai entendu mentionner des problèmes racistes. Jamais. Et donc, je vais te poser la question maintenant. As-tu déjà vécu personnellement des expériences de discrimination, surtout par les forces de l'ordre? Parce que, bon, les gens, à cause de ta couleur, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, personnellement, alors, je ne sais pas si c'est une question de chance. Ok. C'est une façon de se percevoir dans le monde. Oui. Mais en tout cas, à l'âge de 16 ans d'ailleurs, blanche aussi. Nous étions allés en Tunisie et à notre retour à l'aéroport de Bruxelles, comme j'étais la seule personne de couleur noire sortant de l'avion, ça a laissé partir tout le monde. Et chez moi, sauf toi. Sauf moi, elle a demandé à ouvrir mes valises pour vérifier si j'avais emporté des marchandises non déclarées. Et ça a été la seule fois où j'ai trouvé cela réellement injuste. C'était vraiment discriminatoire. Ah oui, mais ce n'est pas allé plus loin. C'était clairement discriminatoire. Vraiment ça. Mais ce n'est pas allé plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé tes bagages et puis voilà, ils ont dit bon, c'est bon. Oui, voilà. Donc c'est rien à déclarer. Rien à déclarer. Ils ont pu fouiller d'ailleurs mon sac et ont pu constater par eux-mêmes que je n'avais rien à déclarer. Mais en tout cas, à ce moment-là, étant la seule personne de couleur dans l'avion, bien sûr. En plus, à 17 ans, donc j'étais encore très jeune. Tout à fait. Écoute, c'était clairement un acte discriminatoire, clairement. Et comment as-tu réagi? Est-ce que tu as mentionné quelque chose? Tu as dit quelque chose ou tu as préféré juste bon, allez, on va jouer le jeu et c'est tout? Oui, disons que je l'ai tourné à la dérision. Je pense que je me suis même amusée si je me rappelle bien, j'avais encore retiré mes habits devant eux. Alors en prenant ça avec humour et en leur montrant bien que je n'avais rien à déclarer avec moi. Et justement, à leur montrer justement le ridicule dans le fait de ça te correspond bien. Oui. L'attitude, oui. Aussi, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que tu prends les choses avec beaucoup de recul et de dérision. Oui, donc c'est très subtil en fin de compte. En fait, en fin de compte, c'est très subtil. J'ai peut-être toujours été un petit peu rebelle sur... c'est peut-être une notion... si on regarde finalement le racisme, c'est une croyance de toute façon inconsciente en la négation de la diversité humaine comme valeur. Oui. Bien, en fait, pour moi, je n'ai jamais adhéré à cette croyance-là et encore jusqu'à aujourd'hui, non, je n'accepte pas.
Oui. Tout à fait, je reconnais comme égale ma dignité humaine. Oui, Donc, vraiment. je m'octroie ce droit individuellement. Et c'est quoi que ce soit. Sans même mentionner quoi que ce soit, exactement. Bon, bien que plus jeune, j'ai toujours appris dans ma famille que, bon, en étant de couleur, il fallait toujours être conscient que l'on devrait travailler plus dur, que nous ne sommes pas traités de la même façon parce que nous sommes de couleur, que nous avons de valeur, mais j'ai toujours refusé de croire à ça. Très intéressant. Oui, et ça aussi justement, probablement. donc, est-ce que c'est unique à toi dans ta famille ou tu le constates avec ton frère, ta sœur bon, je ne vais pas parler de tes parents parce que c'est une autre génération déjà. Tout à fait. C'est différent. Mais avec ton frère et ta sœur, par exemple, tu le constates des préjugés, bien oui, mais justement, je pense que ma soeur, c'est un bel exemple. Et elle travaille aussi en néerlandais. Oui, bien sûr, elle m'a déjà fait part de problèmes de discrimination et de racisme. C'est présent, mais elle n'y accorde pas une attention plus particulière. Voilà. Elle refuse de se victimiser. Et elle est avocate. Et elle est avocate. Et elle pratique au barreau. Et elle pratique au barreau. Et toujours, je pense, rester chez elle. Encore un peu, si je peux le dire comme ça. Mais elle prend sa place. Tout à fait. Elle n'a jamais eu vraiment de problème majeur, disons. Elle n'a jamais eu de problème majeur, tout comme mon frère. Tout comme mon frère. Bien sûr, bon, pour la génération de mes parents, et plus particulièrement de ma maman, étant une belgo-congolaise qui est arrivée en Europe dans les années 50, bien sûr, elle a vécu les choses différemment. C'était une autre époque, surtout, oui, bon, une autre époque partout, et bon, en Europe, aussi aux États-Unis, bon, atroce, dans les années 50, évidemment, là, il y a eu quand même du progrès, on peut dire, même s'il y a encore des bavures inacceptables et des mentalités totalement réactionnaires, quoi. Oui. Disons, il y a un travail à faire dans les deux sens. Oui, un travail dans les deux sens. Et tu penses que cette affaire de meurtre, donc de ce mouvement George Floyd international et l'insurrection donc qui a suivi, va permettre de changer les choses? Est-ce que c'est vraiment le début d'un gros changement? Oui. Donc oui, ben pour moi oui, comme je l'ai expliqué précédemment. Oui, ben en fait voilà, enfin le peuple noir devient acteur de sa vie. Et je pense que les Afro-Américains sortent aujourd'hui de la victimisation pour réellement jouer un rôle majeur dans ce changement qui nous attend, qui est à la porte. Oui, il y a déjà pas mal de changements et
ils en parlent au niveau de la police, Voilà, au niveau de la justice. Bien sûr, oui. Voilà, c'est que le début. Mais clairement, je crois profondément que les Afro-Américains vont jouer un rôle majeur dans les temps à venir. Oui, dans les mentalités, c'est ça, dans le changement de mentalité et de regard qu'on peut avoir, que certaines personnes peuvent encore avoir sur eux. Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est d'une certaine façon, donc moi, un petit peu cette expression de Black Lives Matter. Bon, ok, effectivement, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont dites aussi sur le site, mais bon, moi, comme francophone, de George Floyd, et ici en Europe, nous sommes tous amenés à quelque part revisiter notre passé. Pour raconter la déportation des Africains vers les États-Unis. Pour partir de cette unité où étaient réunis d'ailleurs l'Afrique, tous les Africains qui sont ensuite partis vers les États-Unis et donc qui a créé une division. Et l'idée, c'est justement de partir de l'unité à la division pour revenir à l'unité. Et ça, cette idée, tu l'avais, ça fait déjà un petit bout de temps, je veux dire, ce n'est pas oui. C'est un cheminement de ces 10 dernières années, parce que justement, le but, c'est donc de raconter tout cela à travers la danse, à travers des chants, ce serait pour 2020 Pour 2021. 2021, d'accord. À Berlin d'abord. À Berlin, bien sûr, bien entendu. Hein. Donc, la ville. Pour commencer, disons, simplement pour commencer. Exactement. Après, tu vas faire ton tour. 16 ans, oui, ben, ce sera ma 17e année. Et donc, oui, ce sera vraiment un moment où j'aimerais bien partager mon vécu et surtout apporter cette unité. À travers cette pièce. Que du positivisme. C'est ça qui est très très bien, c'est très encourageant, surtout dans les moments où on vit, le monde va mal, et c'est encourageant de voir d'entendre des choses comme ça positives et allant de l'avant. Alors pour finir, Laetitia, quel est ton proverbe français préféré?
Alors, c'est une belle âme reçoit en donnant et un ingrat dérobe en recevant. Ah, magnifique. Oh, d'accord. On va essayer de... Voilà, je trouve qu'il résume très bien ce que j'avais envie de partager. Oui. Et ce que tu es. Et ce que je suis. Aussi. Exactement. Voilà, tout à fait. Oui. Un tout grand merci, Laetitia. Je t'en prie, Evelyne, c'était un plaisir de participer à ton programme. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, d'ailleurs. Merci pour ton analyse et ton positivisme. Eh bien, je te remercie, Evelyne. Oui, et à très bientôt. T'entendre très bientôt. Moi je t'embrasse encore, Evelyne. Au revoir, moi aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Cette interview est donc terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous rappelle que la transcription ainsi que la traduction de l'interview seront disponibles très prochainement sur le blog frenchalover.blogspot.com. Merci beaucoup et à très bientôt. This interview is now over. I thank you very much for listening and let me remind you that the transcription and the translation will be available very soon on the blog frenchalover.blogspot.com. Thank you very much. Au revoir. À bientôt.